Bonjour à tous. Donc, je suis Thibaut Baron, fondateur des cabinets GTech et MITI, qui sont des cabinets marketing spécialisés sur l'IT pour GTech et sur l'industrie pour MITI. Merci d'être là et merci au Tech Fest de nous permettre d'animer cette table ronde qu'on a intitulée « Vouloir conquérir le monde quand on est une PME, est-ce bien raisonnable ?» On peut se poser la question, effectivement. L'international, ça paraît évident quand on est une PME de la tech, mais ce n'est pas toujours si facile. C'est parfois une fausse évidence. Il faut savoir pourquoi on y va, comment on y va, avec qui on y va. Et avec moi pour en parler, aujourd'hui, donc on a 4 invités que je remercie d'être présents, qui vont nous partager leur expérience. Donc je commence par le fond. Donc Eric Pierrel, qui est le fondateur de Darwin Drones, éditeur de la solution IC. Si tu veux bien te présenter un peu, Eric. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, je suis au fond. On était à l'école ensemble avec Thibaut. Il avait l'habitude que je sois au fond. Donc moi, je suis Eric Pierrel. Ça fait 20 ans que je suis dans l'écosystème tech et entrepreneurial grenoblois. Polyspace Technologies, Itris, maintenant IC. IC, on fait des drones qui font les inventaires dans les entrepôts. Plutôt que de mettre 2 personnes sur une nacelle élévatrice, c'est une bonne idée de remplacer ça par un drone. Voilà, puis j'ai aussi été président de la French Tech pendant quelques années. Enfin, je connais un peu l'écosystème et effectivement, j'ai des trucs qui ont marché et j'ai aussi fait des conneries en allant à l'international. Merci. Donc à la gauche d'Eric, on m'entend bien là, c'est bon? Oui. À la gauche d'Eric, donc Ludovic Vallon, qui est le fondateur de Bonitasoft, j'allais dire non, il est là, Bonitasoft, de Mastergrid. Je vais te laisser te présenter aussi, Ludovic. Bonjour à tous, donc Ludovic Vallon. Alors moi je ne suis pas un serial entrepreneur, je suis plutôt dans le mode conversion, puisque j'ai été dirigeant d'une business unit pendant plusieurs années au sein d'une multinationale. Et puis avec mes 2 associés, on a monté un projet de rachat des activités qu'on dirigeait pour passer de cadre dirigeant d'une multinationale à patron de PME, avec un enjeu international assez fort, et on y reviendra plus tard. Merci Ludovic. Christina Rebuffet-Brodus, donc fondatrice de Business English with Christina, experte des enjeux culturels pour les entreprises françaises qui veulent s'implanter aux États-Unis. Je vais te laisser te présenter également. Bonjour à tout le monde, donc je m'appelle Christina. Comme vous entendez, je suis américaine, c'est ça l'accent. Et effectivement, j'ai créé Business English with Christina il y a 8 ans, même si ça fait 20 ans que je suis implantée à Grenoble. Et aujourd'hui, nous accompagnons les entreprises, les startups et les PME qui veulent partir à la conquête du marché américain, donc que ce soit pour les accompagner dans les pratiques commerciales, la langue bien sûr, mais aussi les enjeux de la communication interculturelle, parce que parfois entre les Français et les Américains, on a des difficultés pour bien jouer ensemble, on va dire. Et je prépare aussi des entrepreneurs qui veulent s'installer aux États-Unis sous le statut du visa E2. Merci Christina. Et puis donc Charles Souillard, cofondateur de Bonitasoft, qui est un éditeur logiciel grenoblois que je pense beaucoup de personnes connaissent ici, spécialisé sur l'automatisation des processus. Oui, bonjour tout le monde, Charles Souillard. Donc effectivement, j'assure la direction de Bonitasoft que j'ai cofondée en 2009. On est spécialisé donc sur l'automatisation de processus métiers, société française, créée à Grenoble historiquement, environ 80 personnes aujourd'hui, réparties sur 3 pays, en France, en Espagne et au Canada principalement. Merci Charles. Donc 4 personnes qui ont tous un rapport évidemment plus ou moins compliqué, plus ou moins abouti, plus ou moins aventureux avec l'international, mais on va en parler ce soir. Déjà pour commencer, j'aurais aimé vous demander à tous les 4, conquérir le monde, pour vous, ça veut dire quoi? Je ne sais pas qui veut se lancer. Bon, allez, j'ai terminé, je commence pour celle-là. Effectivement, le terme est intéressant de cette table ronde, conquérir. Ma vision, en tout cas, c'est que ça devrait ne pas être considéré comme une finalité, mais plutôt comme un moyen de réaliser ce qu'on cherche à faire avec l'entreprise, donc à différents niveaux, un moyen d'atteindre les ambitions qu'on s'est fixées ou de réaliser les visions, les nouveautés qu'on veut amener sur le marché. Une manière finalement de garantir l'innovation. On fait tous plus ou moins, on commercialise des produits ou des services, donc c'est une manière d'arriver à nos fins sur l'innovation et la mise sur le marché de nos produits. Alors, effectivement, c'est souvent présenté comme un passage obligé,
passage obligé parce que c'est une perspective qui mesure la plupart du temps le succès au travers des éléments financiers. Voilà, en tout cas, chez Bonitasoft, notre vision de l'international dépasse le cadre des ambitions financières. On considère ça comme étant une manière de toucher des clients de nature différente, de réaliser des promesses de valeur différentes. Voilà, en tout cas, ce que j'ai envie d'apporter aujourd'hui, c'est de ne pas considérer le territoire international simplement comme un enjeu financier. Ouais, mais comme une fin en soi, peut-être, pour toutes les PME de la tech qui se lancent. On va en parler un peu plus après. Qui d'autre veut partager sa vision de conquérir le monde? Allez, on fait dans le sens inverse. Donc, pour moi, quand on parle de conquérir le monde, ça veut plutôt être un état d'esprit. Ça ne veut pas forcément dire aller dans tous les pays du monde, parce que là, forcément, on n'aura pas peut-être les ressources ou peut-être ni l'envie, en fait, mais c'est plus cette idée de conquérir son monde. Donc, peut-être c'est juste aller sur un marché, peut-être un continent, mais vraiment de se dire, je vais aller au-delà de mes propres frontières pour aller conquérir ce marché, mais aussi contribuer à ce marché. Et je pense que ça aussi, c'est important, comme tu as dit, Charles, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est plutôt une façon, quand on est entrepreneur, on a une solution qu'on veut partager avec le plus de personnes possible. Donc, c'est une façon d'aller justement contribuer au marché, que ce soit chez soi ou à l'international. Vous êtes d'accord avec ça, Ludovic et Eric? Alors, il y a une petite nuance de notre côté parce qu'en fait, quand on a créé Masterread, en fait, on est parti lancer. On avait déjà une activité existante et notre métier, en fait, c'est d'apporter du service et de la maintenance sur des équipements électriques qui sont en exploitation un petit peu partout dans le monde. Et donc, du jour au lendemain, en fait, on est passé d'une structure où on avait un certain nombre de filiales de notre actionnaire précédent qui opérait le business pour nous, à un enjeu où on s'est retrouvé à devoir recréer tous les canaux de distribution du jour au lendemain. Et donc, conquérir le monde, ça a été un must, en fait. Il y avait un enjeu de pérennité de nos activités. Et donc, on s'est lancé tout azimut sur des créations de filiales, sur de l'implantation de collaborateurs dans un certain nombre de pays, évidemment en ciblant parce qu'on n'avait pas les moyens d'aller partout. Et en fait, ce projet d'internationalisation, c'est quelque chose qui fait partie de la stratégie initiale de Masterread. Et on a un volet international qui est très fort et qui porte une grande partie du développement de Masterread pour le futur et pour les années précédentes. Ouais, je peux compléter en rebondissant sur ce que disait Charles sur la logique de diffusion du produit à l'échelle la plus large possible. Évidemment, c'est l'enjeu. On fait des beaux produits, on essaye d'avoir une offre qui rend le plus de services possible, donc on veut avoir le plus d'utilisateurs possible. Et forcément, se limiter au marché domestique, c'est limitant par définition. Je rajouterai autre chose, parce que là, on a beaucoup parlé business et tu as parlé, je rebondis sur deux trucs. Tu as dit c'est pas que financier. Alors des fois c'est financier quand même parce qu'en fait on est dans une situation où pour amortir les investissements de R&D, les investissements de construction de l'offre qu'on a fait, le marché domestique est trop petit. Donc à ce moment-là c'est juste un must en fait. T'as pas de choix. Sinon tu rentreras jamais dans tes fonds quoi. Après, je rajoute deux aspects. C'est que là, on a beaucoup parlé de business, donc d'apporter son offre à l'international. C'est aussi profiter de ce que l'international peut apporter. Et donc, typiquement, le côté RH, je sais que toi, Charles, par exemple, tu as beaucoup d'expérience là-dessus. Moi, j'ai eu des équipes où on avait 6-7 nationalités sur 15 personnes. Alors, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Il y en a qui ont fait beaucoup plus. Et ça apporte énormément. Et puis ensuite, c'est aussi le sujet financement, par exemple. Effectivement, c'est articuler sa stratégie de financement avec sa stratégie de go-to-market international. Et on sait qu'il y a des financements en dehors de France. Il y en a même peut-être plus en dehors de France qu'en France. Donc ça peut faire aussi partie de ce que ça veut dire conquérir le monde, pour donner deux autres facettes. Très bien, tu peux garder le micro parce que j'avais une question pour toi là-dessus. Alors, il n'y a peut-être pas de règles en la matière, mais est-ce qu'on doit envisager une approche de pas à pas, modérée, ou est-ce qu'on doit penser grand, comme on dit souvent, dès le début?
Bah, les deux, désolé. J'avais pas révisé, je savais pas que tu avais cette question-là pour moi. Non, mais les deux, parce que évidemment, de toute façon, tu as des ressources limitées. Il faut faire les choses dans l'ordre. Il faut commencer par le faire là où c'est moins risqué, là où tu as une certaine proximité. Il faut monter en puissance, c'est normal. On apprend en marchant. En fait, à part les gens qui l'ont déjà fait dans des vies antérieures, tu as souvent quand même cette démarche d'apprendre en marchant. C'est hyper formateur, c'est génial. Tu as 67 millions de camarades et puis d'un coup tu as 8 milliards de camarades. Forcément, tu apprends des trucs, quoi. C'est comme quand tu te fais racheter, quand tu vends ta boîte. Tu as plein de Ça t'est camarades arrivé. potentiels d'un coup, quoi. C'est des choses que j'ai fait aussi. Mais par contre, je dis les deux parce que réfléchir ton offre pour qu'elle soit scalable à l'international, ça, faut le faire dès le début parce qu'il y a dans l'ADN des choix de design que tu fais au début qui peuvent être limitants. C'est vrai sur des normes technologiques. Je me souviens des discussions chez Polyspace où les mecs en Europe étaient très contents que ça tourne sur Linux et le patron de la filiale US disait non mais les mecs si ça tourne pas sur Windows on vendra jamais et les mecs c'est nul, ça c'est tout pourri Windows, Microsoft on n'aime pas tout ça, mais en fait on n'en vendait pas. Donc à un moment donné il devait avoir raison quand même commercialement. Donc se poser ces questions en termes de design produit et puis en termes de culture, je pense que poser ça dans les équipes dès le début, ça ne veut pas dire avoir dès le début une équipe internationale, mais dès le début poser le fait que les mecs dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, on va ouvrir et c'est une façon aussi de faire le choix d'avoir des collaborateurs qui sont prêts et qui ont envie de faire ça. Donc tu as quand même des graines que tu dois planter dès le départ, quoi, hein. Et dans l'exécution, par contre, tu es step by step pour dérisquer et pour apprendre. Ouais, ok. Charles, chez Bonita Soft, c'était comme ça aussi. Vous aviez, dès la création, envisagé l'international, même si vous n'êtes pas allé tout de suite. Comment ça s'est passé? Alors oui, si on y allait tout de suite d'ailleurs. On y allait après 15 mois, je crois, de mémoire. Donc très, très, très rapidement. Nous, ça faisait partie de l'ADN du financement de l'entreprise, hein. Donc on a des investisseurs privés au capital depuis le premier jour. Donc évidemment, les business plans tiraient des croissances qui venaient de facto, en tout cas, c'était la pensée du moment vers un déploiement à l'international. Et on a très vite été international, effectivement, au-delà de la question du business, puisque comme Eric y faisait mention, à l'époque, on était déjà d'une taille à peu près similaire à aujourd'hui. On a été monté à plus 21, 22 nationalités différentes pour 80 personnes. Pas mal. Voilà, donc ça, c'est ce que l'international nous a apporté. Mais bon, on verra après, parce que tu as une question pour moi, je crois, Là, sur j'ai les une trucs qui question pour marchent toi, moins bien. On va suffit pas. enchaîner. Voilà, non, c'est vrai qu'on a souvent tendance à présenter l'international effectivement comme un passage obligé et comme une réussite obligatoire. Dans la vraie vie, c'est pas toujours le cas. Il peut y avoir des difficultés, des échecs. L'important, c'est ce qu'on en retire. Donc je sais que chez Bonita, ça n'a pas toujours été tout rose, l'international. Donc si tu peux nous en dire un mot, effectivement. Oui, je vais plutôt m'intéresser à une autre manière d'utiliser la conquête du monde pour développer une entreprise. Aujourd'hui, on fait à peu près un peu plus de la moitié du chiffre d'affaires en France, 55% à peu près, et le reste à l'international. Donc, d'un point de vue commercial, c'est à peu près équilibré. En 2011, donc très vite après la création de l'entreprise, en 2009, on est allé aux États-Unis donc pour développer la partie business, et on est aussi allé en Chine l'année d'après. On y allait et on a fait un passage furtif, 18 mois, je crois, de mémoire. Voilà, donc une expérience compliquée. Pourtant, on avait toutes ces nationalités dans la société, comme j'en ai parlé. Et c'est quand même bien insuffisant. En fait, quand c'est quelqu'un qui vous rejoint pour une dimension internationale, c'est différent d'aller sur un marché. Pour le coup, on y allait pour le marché de l'emploi, en l'occurrence, pour la capacité à recruter rapidement des ressources pour booster l'innovation produit. Bon, voilà, on a fait un passage furtif, lointain. On a fait un peu toutes les erreurs. Je pense que Christina pourra nous élaborer sur la question de la culture, de l'intégration des gens, un peu le scénario de l'envahisseur, quoi. On a envoyé tout notre management technique là-bas, qui passait à tour de rôle. Les avions marchaient bien à l'époque. On parlait un peu moins d'écologie. On ne le ferait plus aujourd'hui. Bon voilà, donc problème de culture, probablement quelque chose qui nous a pas aidé également, c'est qu'on y allait pour trouver de la ressource de développement et on n'a pas cherché à conquérir en même temps le marché commercial, ce qui fait embaucher des gens en Chine pour leur dire développer un produit que personne ne connaît ici, parce qu'en fait c'est pour l'autre côté de l'Atlantique ou même du Pacifique quand on est plutôt de ce côté là-bas. Bon voilà, ça a créé tout un tas de problèmes. Je pense que ça nous a quand même fait grandir, parce que ça nous a aidé à montrer qu'on n'était pas prêt à scaler à cette époque-là. Donc tout un tas de
problèmes ont émergé sur l'innovation produit. Et c'est là qu'on se rend compte que des fois, améliorer déjà ce qu'on a chez nous avant de passer à l'échelle d'après, c'est intéressant. Donc, on est revenu avec les valises, plein d'enseignements, mais oui, concrètement, ça n'a pas marché. Et c'est venu vous réinterroger votre stratégie globale d'internationalisation face à, vous avez tiré des leçons pour qu'ensuite vous êtes allé dans d'autres pays ou pas? Alors la première qu'on a tirée, qu'on a mis en application depuis ce jour-là, c'est qu'en fait on développe, nous pour le coup on y est allé pour le développement du produit, on développe beaucoup mieux à 3 fois moins bien organisé qu'à 3 fois plus désorganisé. Et donc ça continue de marcher, c'est toujours vrai aujourd'hui. Petite équipe, C'est toujours vrai aujourd'hui. Bon, petite équipe, on est plusieurs dizaines, mais voilà, on était monté à 70, ou à l'époque on était beaucoup plus qu'aujourd'hui du coup. On était monté à peut-être 70 dans la R&D, 80. Voilà, on développait beaucoup moins que ce qu'on développe efficace aujourd'hui à beaucoup moins. Ok. Christina, les enjeux culturels, c'est quelque chose qui est assez important, effectivement, et qui peut être une source d'échec quand on s'internationalise. Je sais que c'est un de tes sujets favoris, en particulier avec les États-Unis, mais pas que. Oui, effectivement. En fait, alors souvent, ce que nous on voit chez les clients quand ils vont partir sur le marché américain, c'est qu'ils pensent connaître le marché, c'est une chose. On peut regarder des chiffres, faire des études, etc., pour avoir, on va dire, la réalité sur le terrain, économiquement parlant. Et après, effectivement, je pense que Charles, c'est ce que tu disais, c'est que quand on commence à intégrer d'autres nationalités dans l'équipe, notamment quand on commence avec une équipe française et on va intégrer une partie de l'équipe qui sera américaine, et là, en fait, on se dit, on est pareil, en fait, on parle une langue différente, mais on est des cultures occidentales, on se ressemble, on a des mêmes références, etc. Sur la surface, oui, c'est vrai, mais quand on va creuser et on va vraiment explorer justement la mentalité, la façon de réfléchir, la perception du travail, de la place du travail, de la façon de travailler, de la façon de raisonner, la façon de négocier, le rôle des émotions dans les affaires. Là, c'est là où on voit qu'entre Français et Américains, il y a autant de différences qu'entre des Français et des Chinois, par exemple. Et là, effectivement, c'est souvent des choses qui sont sous-estimées. Mais comme tu as dit, Charles, ça peut vraiment créer des problèmes si on ne les anticipe pas et on ne met pas en place des choses pour pouvoir on va dire, gérer, anticiper ces différences. Les enjeux culturels, vous y avez été confrontés, Eric, Ludovic, j'imagine aussi avec MasterGrid. Oui, bien sûr. Alors nous, en fait, on a cherché dans un premier temps à implanter notre culture d'entreprise en fait dans les filiales qu'on a créées. Donc de repartir de notre ADN, de repartir de nos valeurs d'entreprise et de s'adapter en fait au contexte local. Et donc pour ça, il faut que nos valeurs, quand on arrive dans un pays, soient suffisamment ouvertes pour permettre et accepter en fait la différence culturelle. Donc c'est ce que l'on a essayé de faire. Et puis le second point sur lequel on a beaucoup travaillé, étant donné qu'on partait de tout petit, dans les pays dans lesquels on est arrivé, il y avait une personne, 2 personnes pour commencer. Et donc on a cherché systématiquement à s'appuyer sur des personnes qui connaissaient le pays, qui avaient été expatriés pendant un certain nombre d'années, qui connaissaient notre secteur d'activité, qui connaissaient nos clients. Et on s'est beaucoup appuyé sur ces personnes-là pour nous aider à comprendre la culture de chacun des pays, à ouvrir un certain nombre de portes chez nos clients. Et si j'avais un conseil à donner, c'est de reproduire cette méthode-là parce que ça nous a énormément aidé, en particulier dans des pays du Moyen-Orient, dans lesquels il est parfois difficile de trouver son chemin, dans lesquels il y a une règle qui est établie ou une culture locale qui est connue, et puis il y a aussi tout un tas de choses qui sont un peu moins visibles. Et comprendre cette culture locale, c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé. Et puis le troisième point, c'est dès qu'on le peut, c'est de recruter en local, d'avoir du personnel qui vient du pays, qui connaît les pratiques, qui connaît le client. Et ça, c'est quelque chose qui permet de décoller ensuite une fois qu'on a passé les premières étapes administratives. Donc si je comprends bien, au début, vous êtes demandé si vous alliez pouvoir, je vais la faire en caricature un petit peu, on est les Français, on va vous montrer ce qu'on sait faire et on va vous montrer comment est-ce qu'on peut fonctionner au Moyen-Orient. Mais assez rapidement, vous vous êtes rendu compte qu'il fallait plutôt la jouer un petit peu plus humble, mieux connaître les caractéristiques
engager des gens du pays ou non, dès le début, c'était assez clair dans votre tête? On a essayé d'arriver humble dès le début parce qu'on n'avait pas les moyens de s'imposer en fait, sur ces marchés-là. Il fallait qu'on arrive à ouvrir les portes chez nos clients, à faire en sorte d'être référencés. Et souvent, on avait dans la pratique, on prenait rendez-vous avec les clients, on avait ces rendez-vous, on faisait la promotion de notre offre. Et puis très vite, on arrivait à la question, mais est-ce que vous êtes référencé ? Et non, on n'est pas référencé. Et donc, en fait, tout l'effort commercial qui avait été fait était annihilé par le fait qu'on n'était pas référencé. Donc, on a appris de ça pour ensuite trouver des personnes qui nous aidaient à savoir comment se faire référencer chez nos clients, qui sont souvent des clients publics ou de grosses multinationales avec des processus de référencement assez longs. Et ça, c'est un apprentissage des 6 premiers mois, des 12 premiers mois qui nous a beaucoup aidé. Et ensuite, on s'est fait accompagner de personnes qui nous ont aidés à ouvrir les portes chez les clients et à se faire référencer. Christina, toi, tu accompagnes aussi donc, des entreprises comme ça qui veulent aller aux États-Unis sur les aider à enlever leurs gros sabots et à... Comment ça se passe? Oui, effectivement. Alors souvent, en fait, ce qu'on voit, quand ça se passe mal, on va dire, et c'est en général à ce moment-là qu'ils nous appellent, c'est parce qu'en fait, ils ont souvent envoyé, par exemple, des managers français sur place pour manager les équipes américaines. Et là, en fait, on a vraiment des différences justement de style de management, de relations avec les hiérarchies. Et souvent, en fait, le manager français va dire, là, je leur explique ça, ou on fait comme ça. Je vois qu'ils ne prennent pas l'initiative, j'ai l'impression de devoir toujours être sur leur dos, etc. Et c'est là où, en fait, il faut qu'on regarde, c'est quoi tes pratiques que tu vas amener en tant que manager un peu à la française, si on peut le dire. Et quelles sont les réactions que la personne constate dans les équipes américaines et de voir où est-ce qu'il y a une déconnexion entre ce qui se passe entre le manager et les équipes. Et c'est là où on va regarder pour modifier la façon de manager, mais aussi si besoin justement de travailler aussi avec l'équipe américaine pour leur expliquer pourquoi le manager français il agit de telle ou telle façon, pour que les deux ils se retrouvent au milieu. L'idée c'est pas de dire au manager français il faut que vous soyez comme les Américains. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, de trouver une façon de les aider à bien s'entendre et que chacun fasse des pas vers l'autre pour que ça se passe bien. Eric, Darwin Drones, ici, c'est une boîte qui est plutôt jeune, mais je sais que tu as une expérience quand même assez bonne de l'international. Je crois que vous êtes déjà présent dans d'autres pays européens, en tout cas. Est-ce que, alors, question toute bête, par exemple, est-ce que l'Italie... Je crois que vous êtes en Italie. On l'aborde comme un marché international ou comme une petite France? Alors, je vais te répondre sur l'Italie en particulier. Mais déjà, je rejoins quand même ce que disait Christina sur le fait que regarder des séries sur Netflix, ça ne suffit pas pour connaître la culture américaine. On est d'accord. Et le côté pour moi, le patron opération, c'est quelqu'un qui a l'expérience dans le pays. C'est pas forcément un Américain, ça peut être un Français qui est là depuis 20 ans, pourquoi pas. Mais c'est quelqu'un qui a l'expérience dans le pays. Et effectivement, la personne qui vient de la filiale, qui vient du corporate, il est là notamment pour faire le lien avec le corporate. Et en fait, c'est son job numéro 1. Faciliter cette relation. Et c'est une question de cadre de référence en fait, qui est vrai aussi qui est vrai dans toute entreprise, dans toute relation humaine. Se poser la question du cadre de référence de l'autre, le fait de ne pas avoir la même culture nationale au départ, c'est un facteur parmi d'autres. Voilà. Et donc après, oui, effectivement, donc sur IC, on est encore au début de l'histoire, 600 000 euros de chiffre. Peut-être 150, 200 000 à l'international, avec des trucs qui sont plutôt des coûts pour le moment, plutôt opportunistes. L'Italie, ça commence. On a un drone qui vole chez Ikea à Piacenza. On a vendu à Campari tout récemment. C'est pas mal Campari pour les produits notamment. On visite les entrepôts, tout ça. Pour le moment, nous on l'aborde depuis la France sans ressources spécifiques, enfin à part la langue. Évidemment, il y a une proximité, mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où tu veux déployer, où tu veux attaquer sérieusement un marché, ça se fait avec quelqu'un sur place, avec une équipe sur place. Que cette équipe soit la tienne, la filiale qui est ouverte, ou que ce soit un distributeur,
Et moi, ma règle là-dessus, c'est que plus un marché est loin culturellement, géographiquement aussi, et plus il est petit, tu as deux facteurs, plus tu as vocation à y mettre un distributeur. Une règle de 3, enfin une règle qui vaut ce qu'elle vaut. Hein. Ça souffre des exceptions comme d'hab. Mais et donc pour le moment, on n'y est pas. Est-ce qu'on aura une filiale demain? Si on veut y aller sérieusement, oui. Voilà, en gros, c'est ça la réponse, de toute façon. A fortiori, quand tu fais du hardware, là, il y a un petit côté différence hardware-software. J'ai fait que du software jusqu'à maintenant dans ma vie. Là, maintenant, je fais du hardware. Je découvre un problème en plus qui est la douane, tout ça. Alors, en Italie, ça va. Mais on a un distributeur au Brésil. On a mis 3 mois pour lui envoyer son premier drone. Ça ne voulait pas partir. Il y avait toujours une case qui était mal cochée, quoi. Donc, ouais, c'est quand tu fais du hardware, a fortiori, quoi. Ouais. Ludovic, par rapport quand vous êtes allé au Moyen-Orient, à Dubaï, hein, c'est ça, je crois, notamment. Est-ce que se pose une stratégie de différenciation pour exister face à des géants internationaux qui sont déjà sur place quand on est encore une petite boîte française qui essaye de s'implanter? Comment est-ce qu'on arrive à se différencier? Alors pour se différencier par rapport à de grands groupes déjà implantés depuis très longtemps, en fait on a pris le parti de s'implanter localement déjà. On vend à nos clients de l'expertise technique pour les aider à maintenir des postes électriques haute tension. Donc on joue sur la souveraineté énergétique de certains pays et avoir une présence locale, des experts techniques locaux, c'est quelque chose qui nous paraissait indispensable et différenciant par rapport à d'autres structures internationales. Le second point, c'est d'avoir une flexibilité, une agilité que parfois peut-être des grands groupes n'ont pas sur l'adaptation de notre offre. Et donc le gros avantage d'être une petite structure, c'est si on sent qu'un marché a besoin de quelque chose qui n'est pas forcément dans l'offre qu'on avait prévu d'apporter au départ, on peut s'adapter assez rapidement, on peut déployer des ressources et des compétences qui vont permettre de répondre à ces besoins. Et ça, c'est assez différenciant par rapport à une structure plus importante qui va pousser en fait un produit ou une offre déjà établie. Et puis le troisième point, c'est nous, on a cherché à ne pas se mettre en contradiction ou en opposition par rapport aux grands groupes. On a plutôt cherché à travailler avec eux et à nouer des partenariats avec des multinationales, soit pour des sujets très simples, logistiques, de trouver des bureaux. Donc aujourd'hui, en Arabie Saoudite, c'est une multinationale du pétrole qui nous héberge et qui nous prête des locaux gratuitement. Et donc ça, c'est un super atout parce que ce sont des économies et ça permet d'avoir quand même pignon sur rue. Et puis, c'est aussi de faire jouer beaucoup le réseau et le partenariat avec les autres PME qui sont présentes localement. Et en fait, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui sont comme nous, qui sont petites, qui cherchent à s'implanter, qui cherchent à se développer. Et il y a une solidarité qui se crée, qui peut être encouragée, favorisée par tout le dispositif du gouvernement, de l'État français dans les pays. Il y a du Business France, il y a de la BPI, il y a plein de meetings qui s'organisent dans les pays. Et ça, c'est un très très bon moyen de faire du réseau et de partager ses problématiques et ses expériences, bonnes comme moins bonnes. Ok. Si je reviens un peu sur les enjeux culturels, Christina, je vais me tourner vers toi. Est-ce que tu irais jusqu'à dire qu'il faut amender un peu sa culture d'entreprise quand on va sur un autre marché, États-Unis par exemple? Est-ce qu'il faut l'adapter? Il y a quand même toujours ce conflit potentiel entre une culture d'entreprise forte et s'adapter à la culture du pays dans lequel on va. Oui, en fait, là, l'idée, je pense que le mot-clé, ça va être vraiment de s'adapter, en fait. On ne veut pas arriver en imposant notre culture, on va dire, française, de l'imposer à l'autre, parce que c'est pas agréable qu'on arrive et que quelqu'un nous impose quelque chose. Mais en même temps, on ne veut pas non plus peut-être gommer, justement, l'identité, on va dire... originale de l'entreprise. Donc là, ça va vraiment une question de chercher à s'adapter pour s'intégrer vraiment dans le paysage local dans lequel on s'implante. Je voulais chercher des exemples pour pouvoir vraiment donner des exemples concrets. Il y a une entreprise, BlaBlaCar, qui a réussi justement à s'implanter aux États-Unis. Et là, par exemple, alors là, c'est plus au niveau de la communication, mais par exemple, en France, ils vont communiquer beaucoup sur justement la communauté
l'économie collaborative, l'écologie, etc. Aux États-Unis, en fait, le message, il est complètement différent parce que c'est une société beaucoup plus tournée sur l'efficacité, l'individualisme. Donc, ils vont communiquer plus sur, justement, les bénéfices personnels individuels d'utiliser ce service, le fait que ça va être plus rapide, plus économique, etc. Donc là, on va justement adapter, là, dans cet exemple, la communication pour vraiment s'intégrer dans le paysage local. Ouais, et même la proposition de valeur, quasiment, Oui. qui va pouvoir s'adapter. Oui, Ouais. c'est ça. Ouais. Et un autre exemple très rapide, c'était l'entreprise Frischti, qui en Europe va communiquer sur la qualité des ingrédients, l'origine, la fraîcheur. Aux États-Unis, c'est rapide, c'est simple et c'est pas cher. Donc Ok. voilà, alors que c'est les mêmes services à la base. Pour des boîtes de tech, est-ce que... Alors, Eric, tu as parlé de différents hardware, software. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu dessus, parce qu'on est quand même au Tech and Fest. Est-ce que ça change? Qu'est-ce qui change au niveau de... Quand on est une boîte de tech, sur sa manière d'aborder l'international, par rapport à une PME peut-être plus traditionnelle, on va dire? Je sais pas, j'ai jamais eu des PME traditionnelles. Je sais pas ce que c'est qu'une PME traditionnelle d'ailleurs. Non, il y a un point que je mentionnais tout à l'heure qui est le fait que tu as quand même souvent un gros effort de R&D que tu dois amortir sur un marché total le plus large possible. Hein. En fait, c'est by design un peu, quoi. Il y a ce besoin-là. Les questions de... J'allais dire les questions de normes, de standards, mais qui sont aussi vraies, je me rends compte que je dis une connerie en le disant, qui sont aussi vraies dans l'économie moins technologique, en fait, quelque part. Hein. C'est vrai partout. Est-ce que sur le software précisément, est-ce qu'on n'a pas une sorte d'universalisme des technos qui permettent d'envisager l'international by design presque? Ouais, pas complètement. Hein. Pas complètement, parce que tu as des standards qui peuvent être quand même très différents. Tu as quand même 3 grandes zones. Hein. Tu as zone US, Europe et Asie. Hein, et tu te rends compte que les outils ne sont pas les mêmes. Tu n'utilises pas WhatsApp en Chine. Hein, voilà, c'est aussi bête que ça. Hein. Donc ce que je disais, l'exemple que je donnais tout à l'heure sur l'importance de tourner sur Windows aux US, voilà, c'est un autre exemple. Donc c'est plus facile d'un point de vue logistique de déployer une mise à jour. Évidemment, tu appuies sur un bouton, mais tu as quand même des standards qui peuvent être très différents, même si tu n'es que dans du soft. Ça peut être vrai aussi. Alors, là, c'est plus on a à apprendre d'eux. Ça peut être vrai sur les questions d'ergonomie, mais la vérité, c'est que tu retrouveras toujours que le design le plus simple, il vient en général des US. Les mecs sont un peu meilleurs que nous. Parce qu'ils mettent du pognon. Nous, c'est dans le budget R&D, il reste 2 centimes là, pour mettre un UX designer. Enfin, je caricature, c'est moins vrai maintenant, on a progressé. Mais à une époque, c'était quand même très très vrai. Hein. L'interface graphique, c'était le parent pauvre des équipes de R&D. Hein. Donc tu as quand même aussi des trucs comme ça où là au contraire ça te fait grandir, tu vois. Charles, alors je sais pour le coup que les interfaces graphiques c'était extrêmement important pour Bonitas Soft dès le départ, mais est-ce que justement sur cet aspect en tant qu'éditeur de logiciels, est-ce que tu penses que la façon de penser l'international est nécessairement différente d'une PME traditionnelle, je reprends ce mot-là? Je pense que de manière passive, en fait, au moins dans le monde du logiciel, on est de facto né international sans l'avoir voulu. On écrit tous nos sites web en anglais, toutes nos docs sont la plupart du temps en anglais dès le premier jour. Les systèmes de marketing et de communication sont de facto basés sur des outils. Alors, on peut faire l'exception chinoise avec un certain nombre de réseaux sociaux, mais hormis la Chine, peut-être la Corée du Nord, bon, aussi, on peut citer quelques autres. Je ne sais pas si c'est un grand marché. Voilà, on peut citer quelques autres exemples comme ça, mais à ces exceptions-là, voilà, on est tous sur LinkedIn, Twitter, les sites web corporate avec des outils de market automation qui d'ailleurs la plupart du temps sont américains pour les plus connus d'entre eux. Donc on est un petit peu international, donc je dirais que peut-être quelque chose qu'il faut aborder de manière différente, c'est le côté intentionnel de la chose. On est de manière naturelle internationale.
Donc on reçoit, et je peux même dire à l'heure à laquelle on parle, c'est un problème encore non complètement résolu chez Bonitasoft. La tentation est grande. On peut recevoir des leads qui viennent de partout sur la planète. Il n'est pas toujours pertinent de tous les traiter. Des fois, ça file quand même un bon coup de main. Il faut en refuser certains parfois. Des fois, il faut savoir en refuser. Il y a la question du réseau de partenariat qui est extrêmement importante, même sur le logiciel, même s'il n'y a pas de partie mécanique, ça reste très difficile d'aller chercher des marchés lointains si on n'est pas accompagné au moins d'un partenaire distributeur, ou en l'occurrence sur le logiciel intégrateur. Bon, et une dernière chose quand même sur la question du logiciel, c'est la question des données. Donc là, on parlait tout à l'heure des frontières, des douanes et ce genre de trucs. Bon, voilà, dans le monde du soft, la donnée, c'est quand même souvent au cœur de plein de discussions. La souveraineté des entreprises est au cœur des conversations. C'est quand même un enjeu critique dès le départ. On parlait tout à l'heure des pièces qu'il fallait peut-être mettre dès le départ. Nous, celle-là, on ne l'avait pas dès le départ. En 2009, on en parlait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Je ne saurais que recommander aux gens qui démarrent aujourd'hui. Il y a le RGPD qui est passé par là, en plus. La question des données au cœur de leur problématique dès le premier jour. Ouais. Sur les partenariats, justement, Ludovic, est-ce que c'est un passage obligé? Est-ce que vous auriez pu aller chez Mastergrid au Moyen-Orient ou ailleurs sans construire de partenariat? Première question. Et deuxième question, est-ce qu'à Grenoble, on est bien placé pour commencer à construire des partenariats? Je pense qu'on est parti à l'international parfois sans partenaire, en partant pas la fleur au fusil parce qu'on s'était un peu préparé, mais en tout cas en partant par nous-mêmes, en ouvrant des filiales, des succursales avec nos propres moyens, sur nos fonds propres. Donc on est dans certains pays vraiment parti seul. Le sujet de partenariat est apparu en fait dans certains pays où on nous a amené en fait pour faciliter notre implantation et notre développement à nouer des partenariats avec soit un constructeur, soit une entreprise de service locale qui nous a apporté de la main-d'œuvre locale. Soit c'est le client qui nous a recommandé de travailler avec telle ou telle entreprise parce que c'était quelqu'un qui était déjà référencé chez lui. Je parlais des sujets de référencement tout à l'heure. C'est aussi un enjeu en fait parfois de vraiment facilitant d'arriver à trouver des partenaires locaux. Après à la question est-ce qu'on est bien outillé dans la région, je crois que déjà on est bien outillé dans notre pays en fait par rapport à ça. Il y a énormément d'aides, de dispositifs qui sont mis et qui sont offerts aux entreprises. Alors c'est parfois compliqué de trouver son chemin dans les méandres de ces dispositifs, mais néanmoins il y a énormément de choses et pour pouvoir comparer parfois dans certains pays par rapport à d'autres pays européens, on est vraiment favorisé. Et donc il y a vraiment un dispositif d'État qui est très puissant pour s'implanter quand on est une PME à l'international. Et parfois, c'est abondé par la région. Et donc, ça aussi, il faut le savoir, il faut le connaître. On a des exemples de VIE qui sont pour partie financés par la région. On en a un au Moyen-Orient aujourd'hui, on en a un en Angleterre. Et ce sont des dispositifs qui sont extrêmement intéressants pour nous aider à développer le business. Je rebondis sur deux trucs. Donc, elle est là, la région. Voilà, vous pourrez la voir après. Et non, un autre dispositif que tu n'as pas mentionné, qui est alors tout le monde ou presque connaît l'assurance prospection de la COFAS, maintenant BPI France. Ils ont un autre dispositif qui est extrêmement impressionnant. Moi, la première fois qu'on m'en a parlé, j'étais complètement surpris. J'ai cru que c'était une blague. La garantie des fonds propres des filiales. Jusqu'à 500 000 euros ou 1 million, je ne sais plus, enfin voilà, 50% des fonds propres. Donc vous arrivez, vous ouvrez votre filiale, vous mettez 1 million dedans pour l'ouvrir, vous avez fait une petite levée avant quand même. Si au bout de 5 ans ça a planté, une garantie de 50%. Enfin, je ne connais pas beaucoup de pays dans le monde où on va vous aider à ce point-là, on va vous soutenir à ce point-là, on va vous mettre un filet de sécurité aussi solide pour vous aider à aller structurer votre démarche internationale, quoi. Ça, faut l'air BPI, je ne sais pas s'il y en a un là, dans la salle. Et sur Grenoble spécifiquement, je sais que tu étais président de la French Tech grenobloise. Est-ce qu'il y a une spécificité grenobloise sur la capacité à aller vers l'international?
Ou les aides. C'est la deuxième ville de France anglophone après Paris, quoi, en termes de nombre de locuteurs. Donc voilà, quoi. Donc il y a des trucs qui se passent quand même, quoi. C'est vrai qu'il y a une culture. On a été infusé par les implantations de grands groupes, infusé par les centres de recherche qui ont forcément des projets internationaux systématiquement. Donc, est-ce que culturellement, on a pas mal d'étudiants internationaux et on essaye de les garder? On a des soldes migratoires positifs sur l'université grenobloise. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui viennent et qui restent que de gens qui venaient de Grenoble et qui repartent derrière. Donc, le système d'enseignement supérieur grenoblois a un solde migratoire positif et donc un impact positif sur les ressources humaines de nos entreprises. Donc, oui, on a quelques unfair advantages, les avantages que c'est pas juste. Par rapport à d'autres petits camarades, mais c'est pas grave, on est content de les avoir quand même, ces avantages. Quelque chose dont on n'a pas parlé encore, c'est les aspects plus de risques géopolitiques. Alors oui, quand on parle de la Chine, on sait que, oui, il y a la Chine, Taïwan, on sait qu'on a l'Europe de l'Est. Moyen-Orient, j'imagine qu'il peut y avoir des remous en ce moment, même du côté de l'Arabie Saoudite. Aux États-Unis, la possibilité d'un Trump qui revient, etc. Comment est-ce que ça se gère, ça, à l'international ? Charles, peut-être, je ne sais pas si tu as... Nous, pour l'instant, on a fait le choix de ne plus trop le gérer, comme je l'ai dit tout à l'heure. France, Espagne et un peu de Canada. Donc, je vais plutôt laisser Christina s'exprimer. Je ne vais pas avoir... Pour les beaucoup à États-Unis, partager. oui, effectivement, c'est vrai qu'on a les élections qui arrivent au mois de novembre et que moi, je regarde de près. Enfin, moi, je vais faire ma part pour essayer d'avoir le meilleur résultat possible. Mais effectivement, en fait, c'est des choses qu'il faut anticiper, prendre ça en compte dans sa stratégie. On sait par exemple que entre les États-Unis et l'Europe, les échanges, ça représente 1 300 milliards de dollars. Donc c'est la plus importante relation bilatérale dans le monde, en fait. Donc effectivement, on sait que s'il y a l'élection de Trump, ça va impacter, et pas d'une bonne manière, justement ces échanges. Donc dans ce cas, je dirais que c'est jamais une bonne idée de mettre tous ses œufs dans le même panier. Vraiment d'anticiper et de se préparer pour ce risque, en fait, et justement de se dire, OK, on veut peut-être aller s'implanter aux États-Unis, en fait de se renseigner, de regarder justement c'est quoi un peu le programme de Trump et de voir qu'est-ce qui risque d'impacter le plus fortement sa stratégie. Et peut-être de se dire, là, ça sera peut-être pas le moment, on le remet pour plus tard, ou de voir qu'est-ce que je peux faire pour, on va dire, éviter vraiment d'aller droit dans le mur, en fait. Ouais, attends, je rebondis sur un petit truc. Donc, pas mettre tous ces œufs dans le même panier, mais faire gaffe parce qu'il y a des œufs qui sont pas compatibles les uns avec les autres. Comme si tu veux bosser aux US et à terme éventuellement chercher des partenariats stratégiques, voir une sortie, etc., il faut se rendre compte que si tu as développé du business dans des pays qui sont sous export restriction, export control, du DOC, Department of Commerce, voilà, tu as la liste, hein, c'est public. Hein. Ça, tu pourras pas. Donc en fait, et ça c'est une tendance géopolitique à la fragmentation du monde qui à mon avis, est pas prête de s'arrêter. Ouais. Et donc faut faire gaffe à ça, quoi, hein, parce que tu peux te priver d'un accès sur un marché donné parce que tu as bossé ailleurs. Hein. Et c'est pas que le visa pour aller en Iran et en Israël. Hein, c'est des trucs beaucoup plus significatifs que ça potentiellement. Hein. Oui, peut-être un exemple aussi sur la façon dont l'actualité est lue en fait en France et dans une autre région du monde. Et là, il y a des enjeux qui sont très forts en termes d'impact sur le business. Il y a un exemple un peu sensible du mois d'octobre avec ce qui s'est passé en Israël et à Gaza. La lecture qu'on en fait en France est complètement différente de la lecture qui peut être faite aux Émirats, en Arabie Saoudite. Et donc la position de la France par rapport à ce type d'événement peut avoir un impact sur notre business dans le pays dans lequel on se trouve. Et donc il y a un sujet de veille en fait qui est très important à avoir en permanence parce que la position de la France sur des événements géopolitiques majeurs peut avoir un impact dans les pays dans lesquels on se trouve sur des sujets assez sensibles. Et cet exemple-là peut avoir été, nous a impacté sur certains sujets ou certaines négos sur lesquels on était en train de finaliser dans certains pays du Moyen-Orient. Ce qui veut dire des besoins d'aller déminer certaines situations ou tout simplement vous êtes tributaire de... Non, mais ça peut être des échanges à bâton rompu en marge de discussion où en fait on nous tend le micro en disant mais alors c'est quoi votre position par
rapport à cet événement. Et c'est là où il faut avoir le recul et la présence d'esprit de se dire, ben non, enfin, je ne vais pas adopter la position occidentale, puisqu'en fait c'est le cas, et je m'adapte à la culture locale. On en revient au sujet de la culture. Je m'adapte à la culture pour prendre une position la plus neutre possible et ne pas prendre position parce que ça peut avoir ensuite un impact sur le business. Ok, merci. On arrive bientôt à... Il va falloir conclure. Peut-être pour conclure, justement, si vous pouviez, si l'un de vous, ou vous quatre, vous voulez partager un peu sa vision de l'internationalisation des PME françaises, on va dire sur le long terme, comment est-ce que vous voyez les choses? Moi, je dirais que, de ce que je vois, c'est qu'en France, ce qu'on a, c'est vraiment beaucoup de talent, d'excellence scientifique, oui. Et est-ce qu'on est moins nul en anglais qu'il y a 10 ans? Si on m'appelle, vous serez moins nul en anglais, oui. Non, mais et honnêtement, le niveau d'anglais, c'est vrai que les Français, ils aiment bien se moquer de leur niveau en anglais, mais de ce que je vois, c'est pas souvent le niveau d'anglais qui pose le plus grand problème, c'est plus les aspects culturels. Mais après, non, en fait, c'est moi, je crois vraiment qu'en France, on a une énorme vivier de talent, une excellence scientifique avec une rigueur que nous, on n'a pas aux États-Unis, et qu'il y a vraiment un enjeu pour les PME, justement, d'aller chercher les fonds, d'aller s'exporter, s'internationaliser, pour vraiment, en fait, porter toute cette excellence au-delà des frontières françaises. Ok. Ouais, peut-être pour rebondir, c'est vrai qu'on parle souvent des grands antipodes États-Unis et Chine. L'international, quand on est français, ça commence à nos frontières, donc à Grenoble, à 1 heure d'ici. Hein. Ouais. Voilà, je pense qu'il y a quand même un paquet de dirigeants européens qui sont en train d'essayer de bâtir une Europe de plus en plus forte. Il y a quand même un grand terrain de jeu, je pense, un paquet de pays voisins en allant de plus en plus vers l'est de l'Europe, de pays qui gagnent en PIB, en pouvoir d'achat, et dont voilà, les pratiques se rapprochent des nôtres. Donc voilà, je pense que pour rebondir sur ce que disait Eric au début, on peut le faire pas à pas. Il y a plein de manières de faire l'international. Et moi, je pense qu'il va falloir compenser entre le rêve américain qui existe depuis des centaines d'années et ce qui peut se trouver plus à proximité. Et en étant français, on va aussi devoir vivre avec ce qu'on a déjà vécu, même s'il y a déjà un ralentissement sur le post-Covid, la volonté aussi de faire travailler les gens locaux, la volonté d'être proche au sens franco-européen du terme. Voilà, on ne vend pas des tomates non plus dans la technologie, donc on n'est pas forcément dans la commune d'à côté, mais voilà, je pense qu'on va quand même assister à plusieurs degrés d'internationalisation, là où c'était très clivant jusque-là. Voilà, on a d'ailleurs assez représenté Chine, États-Unis, Europe. Bon, on va sortir de ces grands blocs aussi peut-être. Ok. En 2 mots, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est un formidable relais de croissance à nos entreprises. C'est quand on commence à être un peu étriqué sur son marché domestique, il y a l'international, il y a toute la planète. Donc ça, c'est un potentiel énorme. Et puis dans l'autre sens aussi, c'est aussi un bon moyen de ramener des bonnes pratiques en France. Parce qu'on peut découvrir que dans un pays, il se passe quelque chose, il y a une façon de faire le business qui est différente, il y a des choses qui sont en place et ça peut donner des idées pour développer son activité en France. Oui, on a beaucoup de choses qui viennent des États-Unis, évidemment, mais d'autres cultures également. Ouais, puis moi je vais finir sur un truc perso parce que le commerce c'est un facteur de paix économique et c'est un facteur de paix tout court. Et on en a bien besoin. C'est une façon de faire grandir les équipes, c'est une façon de faire grandir les individus sur l'ouverture du cadre de référence, la compréhension d'autrui. Et donc en fait, ne serait-ce que pour ça, il faut aller à l'international parce que c'est bon pour la santé, c'est bon pour la santé des sociétés. Très belle conclusion, merci. Je ne sais pas s'il y a des questions. On a peut-être le temps d'en prendre quelques-unes. Oui, s'il vous plaît, Serge Vallin. Au sujet des aides publiques dont vous avez parlé, qui sont nombreuses, variées et importantes, si j'ai bien compris, est-ce que vous ne redoutez pas le fait que, compte tenu de la situation économique en France, on puisse diminuer drastiquement ces aides et par voie de conséquence diminuer vos velléités à l'international, enfin les velléités des entreprises françaises? Merci. Qui veut prendre? Eric? Est-ce que je crains qu'il y ait moins d'aides demain? Non, je verrai. En fait, le métier d'entrepreneur, on s'adapte à l'environnement, hein, donc oui, il faudra s'adapter, c'est sûr, il n'y a pas de doute.
Après, je, Et puis- je dirais qu'il y a aussi, par exemple, ouais, au niveau des aides, en fait, il y a aussi, par exemple, les chambres de commerce franco-américaines qui, là, ça peut être justement une ressource intéressante à aller chercher qui ne dépend pas que des finances publiques françaises. Donc là, ça peut être aussi une source justement d'aide ou d'accompagnement. Ouais. Ouais, juste, mon avis, c'est qu'il ne faut pas qu'on envisage l'international et le développement à l'international qu'à partir des aides. Donc c'est juste un facilitant, mais surtout, ne soyons pas dépendants des aides. Effectivement, les aides viennent en plus, elles viennent aider, mais ce n'est pas la première source de motivation normalement. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je peux amener. Ah ok. Bon, eh bien, écoutez, on va arrêter là du coup, hein, on nous fait signe. Merci à tous. Et merci Eric, Ludovic, Christina et Charles pour ces intéressants témoignages. Merci beaucoup.